Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. Vous êtes comme un poisson dans l'eau quand on parle de l'approche médicale endobiogénique. Qu'est-ce que c'est que l'endobiogénie ? Alors l'endobiogénie, c'est une pensée médicale qui a été conçue par le docteur Christian Durafour et qui réfléchit sur les capacités d'autoréparation de l'organisme et la compréhension de tous les mécanismes qui se mettent entre eux en charge pour permettre à notre organisme de vivre, tout simplement, de s'adapter, de rentrer en position d'équilibre et de ne pas tomber malade. Ça, c'est une approche nouvelle. On n'avait pas pour habitude de penser comme ça globalement les choses jusqu'alors ? Jusqu'à présent, on est parti sur l'organisme vivant est tellement complexe qu'on a été obligé de découper en tranches pour le comprendre. Et du coup, on a désintégré l'humain et on est venu sur une médecine totalement désintégrée, hyper spécialisée, avec des spécialistes de spécialité. Donc l'endobiogénie propose de reprendre la somme de ces savoirs, de changer les paradigmes et de refusionner cet ensemble pour comprendre comment on fonctionne. Les patients sont un peu perdus. D'une façon générale, tout le monde est un peu perdu dans ce 21e siècle. On découpe tout tellement en tranches qu'on ne sait plus, j'allais dire, à quel sein se vouer. Il y a une médecine ou il y a des médecines ? Jusqu'à présent, on disait il y a la science, il y a la médecine, une médecine. Et on aurait l'impression qu'il y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire ? À mon avis, il n'y a qu'une seule médecine, mais il y a plusieurs façons d'aborder la médecine. Et à partir du moment où on reste dans une démarche scientifique, quelle qu'elle soit, elle a toute valeur à s'appliquer pour appliquer la médecine. Oui. Voilà, donc c'est ce qui me paraît être fondamental. Il n'y a pas une médecine douce, une médecine complémentaire, ces choses comme ça. Un chirurgien qui vient vous enlever un abcès, une appendice avant qu'elle s'abcède, c'est le geste le plus doux qu'on peut faire pour vous sauver la vie. Donc c'est aussi une médecine douce, un acte chirurgical. Donc il faut sortir, à mon avis, de ces vocables. Il y a une médecine qui est centrée sur l'humain et il y a plusieurs approches scientifiques ou traditionnelles qui s'orientent sur cet humain pour le comprendre. Alors, quand vous évoquez alors encore un mot un peu compliqué, la pensée intégrative, ça veut dire ça, c'est on reprend tous les morceaux, on remet tout bout à bout pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est fondamental. Alors on va intégrer à plusieurs niveaux. On va intégrer de la tradition dans la science, donc comprendre pourquoi toutes ces médecines traditionnelles, qu'elles soient médecine chinoise, ayurvédique ou autres, certaines médecines chamaniques, pourquoi eux qui ont une expérience de tradition soignent depuis des millénaires les humains et les soignent relativement bien. Comment ça marche ? Il suffit d'aller chercher les données de la science d'aujourd'hui et de fusionner un peu tout ça et on va comprendre pourquoi il y a eu cette stratégie thérapeutique. Donc déjà, ça nous aide beaucoup à la compréhension du vivant et à la compréhension du soin. Il y a un autre niveau d'intégration, c'est dans toutes ces données de modernité, c'est de sortir de cet éclatement qui va de plus en plus loin. Donc on crée des grandes nébuleuses. Or en fait, il faut retrouver la finalité du problème. Pourquoi aller chercher la petite molécule du petit enzyme qui fait cette petite réaction à cet endroit-là ? Finalement, au bout du bout, quel est son impact par rapport à la maladie qui se présente ? On avait l'impression que c'était gagné au XXIe siècle, cette ouverture sur tout, la curiosité sur tout, le fait que tout soit possible, qu'il fallait surtout tout prendre. Et puis on a l'impression qu'il y a un retour de bâton là avec une idée dure. C'est vrai dans le domaine de la médecine comme c'est vrai partout, dans le domaine des sciences, etc. Ça régresse, ça calcifie, ça veut plus rembourser des choses que ça considérait comme importantes jusqu'à présent. Je pense à l'homéopathie qu'on considère plus comme importante. La science de l'acupuncture, oui, tout ça, on repousse à loin derrière nous des choses qu'on avait installées dans notre paysage. En fait, on a cru obtenir la toute-puissance en comprenant avec la découverte de la chimie, avec la synthèse, avec la présence de thérapeutiques extrêmement efficaces qui ont sauvé des vies et des populations là où avant on ne savait pas faire. On a cru qu'on devenait les maîtres du monde et qu'on avait le pouvoir sur tout. Or, le constat au jour d'aujourd'hui, après quasiment 100 ans, d'une approche qui est très pasteurienne plutôt que du courant Claude Bernard, cette approche très pasteurienne arrive à une dynamique qui fait qu'on arrive au bout de cette théorie. Et le fait en est, c'est qu'on ne trouve plus de nouveaux médicaments. Donc on tombe sur un mur de compréhension. On a épuisé, on va dire, toute cette compréhension et maintenant on a des super outils qui rendent de super bénéfices. Le problème, c'est que ces outils hyper puissants sont souvent mal utilisés beaucoup trop tôt et on va entraîner soit des résistances aux antibiotiques, on va entraîner une perte d'efficacité des traitements, voire pire, on va créer des maladies avec les médicaments qu'on donne. Et donc le médicament est une des principales causes d'hospitalisation au jour d'aujourd'hui. Donc il faut se reposer question entre le rien faire et le faire le maximum.
il y a un monde entier dans lequel on peut agir et faire déjà de la médecine de prévention, faire déjà de l'éducation à la santé, mais aussi prendre en charge l'organisme pour comprendre pourquoi il est venu vers une telle déviance et l'éduquer par une information thérapeutique qui n'est pas substitutive mais qui reste physiologique pour l'aider à fonctionner au mieux et s'éloigner du risque de maladie grave. Alors l'industrie pharmaceutique qui a trouvé sa place comme une grande filière dans l'économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle vous regarde un peu d'un mauvais œil, elle vous regarde de travers. Ça fait bon ménage, ça, l'industrie pharmaceutique, la chimie, avec l'endobiogénie ? À mon avis, il n'y a pas de raison que ça fasse mauvais ménage. Si ça fait mauvais ménage, c'est de leur faute, c'est pas de la nôtre, car c'est une approche thérapeutique qui rentre entièrement dans la réflexion endobiogénique. Lorsque l'organisme est dépassé dans ses capacités d'autoréparation et qu'il est dans un danger immédiat, il faut avoir un outil de toute puissance. Et ces outils, on les a créés dans notre siècle avec ces thérapeutiques chimiques issues de l'industrie pharmaceutique. Pour autant, il n'y a pas à mettre un monopole sur ce type de thérapeutique et sur ce type d'approche de soins. Il existe effectivement plein d'autres techniques qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui peuvent être occidentales ou orientales ou d'ailleurs. Et ces techniques ont tout à fait un mérite à re-rentrer dans la réflexion scientifique, être réintégrées dans la prise en charge du patient pour justement éviter ces situations catastrophiques qu'on retrouve à l'hôpital. Alors la preuve en est, c'est que notre formation de médecin, elle est essentiellement hospitalière. Et la formation de cabinet, on l'apprend quasiment sur le tas. Donc on apprend la médecine que sur des cas qui sont graves et on apprend à utiliser des thérapeutiques qui sont toujours extrêmement puissantes parce qu'on est dans une situation de grands problèmes. Il manque toute cette approche qui est aussi une approche anthropologique. Moi, je n'ai pas fait d'anthropologie en médecine en France. Mes confrères mexicains, sur 10 médecins, il y en a 9 qui sont anthropologues. Donc on est vraiment sur une autre approche de l'humain, sur l'approche de la culture. On ne va pas soigner une personne qui est d'une culture orientale de la même façon qu'une personne qui a une culture occidentale ou qui vient d'Inde ou qui vient d'Amérique centrale. Docteur Chavet, vous êtes un expert en matière de plantes médicinales. Vous courez le monde entier, en particulier l'Amérique latine. Et surtout, je sais, le Mexique, ça reste une valeur sûre, ça, les plantes médicinales. Alors, à la fois, ceux de l'industrie chimique qui suspectent ça d'un peu de manque d'efficacité, d'autres qui diraient, elles ne sont pas très naturelles, si vous savez, ça pousse, c'est pas Monsanto qui les fait pousser, mais enfin bon, il y a forcément des traces de choses suspectes à l'intérieur de ces plantes-là. Quoi penser de tout ça ? Alors déjà, les plantes qui sont distribuées en pharmacie sont dans des critères de qualité exceptionnels, qui sont largement au-dessus du critère du bio. Ça, c'est une obligation légale. La deuxième chose, c'est que cet outil thérapeutique a un usage traditionnel depuis plus de 4000-7000 ans. Les premiers écrits qu'on trouve sur les petites tablettes, voilà. Donc on sait leur niveau de toxicité, on connaît leur usage, mais on reste sur une approche traditionnelle si on reste là. Par contre, si on va intégrer la compréhension de cette plante, savoir qu'elle a un effet symptomatique, qui est très connu, savoir qu'elle a un effet de drainage, savoir qu'elle va avoir un effet hormonal, savoir qu'elle va avoir un effet neurovégétatif, et qu'on intègre ça sur comment fonctionne mon patient qui est devant moi, quelle est sa difficulté neurovégétative, quelle est sa difficulté endocrinienne, quels sont ses niveaux de congestion et de niveau de drainage, et est-ce qu'il a besoin d'un traitement symptomatique. Je peux choisir une synergie de plantes médicinales qui vont optimiser le fonctionnement de l'organisme de mon patient et lui permettre de ne pas partir vers la maladie. Imaginez toute une construction plutôt que simplement un cachet pour un bobo. Tout à fait. Et donc on va sortir, le symptôme n'est qu'une alerte, un cachet qui est symptomatique. Il va effacer un symptôme. Ouais. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous avez le voyant d'huile qui s'allume, si vous prenez un scotch noir et vous le mettez dessus, vous n'avez plus de voyant d'huile qui s'allume. Voilà, on comprend bien ce que c'est maintenant l'endobiogénie. Voilà, donc il faut s'arrêter, il faut appeler le mécano, il faut aller voir pourquoi ça s'allume, est-ce qu'il y a juste un court jus ou est-ce qu'il y a un vrai problème dans le moteur. Et ça, c'est un peu l'approche qu'on va avoir dans une approche de terrain. Tout à l'heure, on évoquait les besoins de formation. Il y a des tas de gens qui s'intéressent à ces processus-là. Et puis, mais comment je fais pour me former ? On peut se former ? Comment on atteint votre niveau ? Comment on rejoint cette démarche médicale d'endobiogénique ? Alors, on a créé un institut de formation qui est l'Institut d'endobiogénie, l'IEMPI, médecine préventive intégrative. Et cet institut fournit de l'enseignement. Il est issu d'une démarche d'une association de patients qui s'appelle Phyto 2000 et d'une association de médecins qui s'appelle CIMEPI. Et de cette démarche-là, il a été créé cet institut. Cet institut va donc fournir une formation
d'ordre privé, organisés de façon associative, sur 2 ans pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les dentistes, pour les sages-femmes, toutes les personnes qui sont habilitées à prescrire. Cette formation se fait sur 2 ans avec 3 séminaires par an. On veut ouvrir dans les années 2020-2021 toute une formation sur les paramédicaux qui sont à la fois les kinés, les infirmières, etc. Bon, donc il faut s'attendre à voir briller longtemps et plus fort encore la chandelle de cette nouvelle approche médicale. On espère et on espère que les patients auront le choix des soins qu'ils souhaitent avoir et qu'ils puissent s'engager pleinement dans ces soins avec des professionnels de ces soins-là, garantis par l'université. Docteur Charrier, je vous remercie pour ces paroles éclairantes. Bons travaux à tous ceux qui vont utiliser ce propos pour avancer. Merci à vous. Merci bien, travaillez bien.